Comment une idée née d'un concours étudiant peut-elle attirer les médias, les maires, les investisseurs, lever 650 000 € en 10 jours, puis finir en liquidation? En 2013, Sandra a 22 ans. Aucune expérience mais une intuition folle, révolutionner l'éclairage urbain grâce à la bioluminescence, cette lumière vivante inspirée des profondeurs de l'océan. Avec Glowy, tout s'accélère. Concours gagné, presse emballée, levée de fonds, pitch, prix européen, équipe scientifique. Sur le papier, tout semble briller. Mais derrière la lumière, il y a les galères. La réglementation, les pivots technologiques, les tensions de trésorerie, un redressement judiciaire et des repreneurs qui se retirent au dernier moment. Dans cet épisode, Sandra revient sans filtre sur l'ascension et la chute de Glowy, sur le décalage violent entre succès médiatique et réalité entrepreneuriale, et sur ce que cette aventure lui a appris de plus précieux. Bonjour Sandra, merci d'être avec nous. Bonjour. Et on a Marie à nos côtés. Salut Marie. Hello. Sandra, avant de se lancer dans l'aventure Glowy, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, où tu as grandi, quelles études tu as faites? Effectivement, donc Sandra, j'ai grandi près de Paris. J'ai très vite eu envie j'étais passionnée de dessin et de faire des études d'art, malgré, je pense, un cerveau plutôt scientifique dans sa manière de fonctionner. Mais voilà, j'avais un attrait très fort dès toute petite pour l'art. Et donc après mon bac, j'ai fait une prépa d'art pour intégrer une école de design industriel. Et en parallèle de cette école, j'ai été très rapidement freelance, avec cette envie d'avoir mes propres clients, d'avancer, etc. Ce qui m'a un peu donné le goût aussi au business combiné à ça. Et donc, après mes études de design, j'ai fait un double cursus en école de commerce dans un master d'entrepreneuriat à l'ESCP pour avoir des bases un peu plus solides. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis laissé l'opportunité d'entreprendre. Et est-ce que tu avais des entrepreneurs autour de toi? Ou tu as un peu découvert ce monde via le freelance? J'avais pas spécialement des entrepreneurs, en tout cas pas dans ce format-là d'entrepreneuriat. Mais ma mère a toujours fait plein de choses différentes, était marchand de biens à ce moment-là, donc avait quand même cette notion. Et je pense que j'avais surtout depuis longtemps cette envie d'indépendance. Je pense que c'était vraiment un peu l'envie d'indépendance. J'ai commencé à travailler à 16 ans et un jour, dès que j'ai pu le faire. Enfin, j'ai toujours eu envie de me construire un peu aussi par moi-même. Mais en revanche, j'avais jamais nourri le projet. Enfin, même quand j'ai lancé ma boîte, je m'étais pas dit je vais monter une boîte à la sortie de mes études. C'est un projet qui m'a donné l'opportunité de le faire, mais si j'avais trouvé un boulot de designer, qui est un métier que j'aurais adoré faire aussi, j'aurais pris le boulot et j'aurais probablement eu une voie très différente. Donc c'est un peu de fil en aiguille que tu as été embarquée et le projet en question c'est Glowy ou est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre d'abord? Il n'y a pas eu d'autres projets. Effectivement, Glowy, c'était un projet d'études pendant mes études de design qui a continué à maturer pendant mon master en école de commerce et donc qui s'est transformé là-dedans. Et donc, c'était plus une fois pas tant une volonté absolument de créer une boîte, mais ce projet qui m'a ouvert des opportunités. Et je pense que pour le coup, ce que j'ai fait, ce que j'ai su faire, c'est saisir ces opportunités et avoir envie de les suivre. Donc, je me suis un peu laissée porter. Ça s'est fait de manière très organique. Ouais. Alors vas-y, parle-nous de Glowy, dis-nous un peu la mission, la genèse et emmène-nous dans les océans. Et ces opportunités que tu as su saisir aussi. Ouais. Je me raconter un peu le cheminement. Oui. Donc en fait, comme je disais, le sujet c'était un concours étudiant dont le thème était la biologie synthétique. On m'a donné le thème de la lumière, donc j'ai pas inventé le sujet. Donc forcément, quand on fait le lien entre lumière et biologie, on arrive très vite à la bioluminescence. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était un phénomène à la fois très direct, très simple à comprendre dans le sens où il fait de la lumière dans la nature, pourquoi on n'en ferait pas de la lumière? Et puis surtout, c'est un phénomène extrêmement documenté scientifiquement, qui est utilisé depuis très très longtemps dans les labos, alors à une échelle microscopique et pas pour faire de la lumière, pour faire plutôt du diagnostic, du marquage génétique, mais en tout cas qui est documenté. Et donc assez vite, au même moment, il s'avère au même moment du concours où il fallait que je ponde un projet en fait pour ce concours-là, pour avoir une bonne note globalement. Euh, il y a des sujets autour de la pollution lumineuse et de l'interdiction d'éclairage, notamment des vitrines la nuit, qui étaient en train d'être votées. Et donc, je me suis dit, pourquoi on n'utilise pas cette lumière biologique pour réduire la facture énergétique et réduire la pollution lumineuse dans la ville. Et donc, c'est ce projet-là que j'ai présenté au concours étudiant, avec, sans jamais avoir vu de bioluminescence, avec des slides, des belles images Photoshop, et puis un peu cette conviction que c'était une piste intéressante. Et en fait, c'est en gagnant ce concours-là que j'ai été assez médiatisée parce qu'il y avait une attachée de presse qui travaillait pour ce concours qui a fait probablement un beau boulot. Mais je pense que c'est un sujet aussi qui est très parlant. C'est un sujet qui est à la fois très technique, scientifique et en même temps qui est très poétique, qui touche vraiment à une vraie sensibilité.
J'ai rencontré plein de gens en disant qui ne croyaient pas forcément au fait que ce soit possible, mais personne qui me disait je veux pas que ça arrive, quoi. Donc il y a un sujet très sensible en fait dans cette innovation-là, qui en fait une innovation facile à communiquer. Et donc ça a très vite fait des boules, un effet boule de neige dans les médias, ce qui m'a amené du coup des prospects qui m'ont contacté de partout, alors que j'avais pas du tout cette ambition entrepreneuriale à ce C'est une moment-là. rampe de lancement incroyable. Ouais, et donc je me suis dit, en fait, il y avait une espèce de traction du marché, alors que j'appelle que traction du marché maintenant, que j'appelais pas comme ça à l'époque, mais du coup, voilà, une envie voilà. Et puis les médias racontant leur histoire, on avait l'impression qu'en fait, le projet était développé et qu'on pouvait l'acheter au magasin du coin. Et donc, voilà, ça m'a motivée à, en tout cas, interroger les gens Donc, une des opportunités que j'ai prises, c'est répondre aussi à ces appels entrants qui voulaient acheter ma techno que je n'avais pas du tout développée, mais pour se dire, OK, pourquoi ça vous intéresse? Et donc, j'ai récolté comme ça beaucoup de feedback. Et s'en sont suivies d'autres opportunités, notamment celle de participer au concours 101 projets qui avait été lancé par Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean et Xavier Niel à l'époque, sur lequel, en gros, il y avait une minute de pitch pour les convaincre de mettre 25 000 euros. Et donc, j'ai pris cette opportunité-là que ma mère avait entendue à la radio, j'ai postulé et j'ai gagné. Enfin, il s'est passé comme ça des choses où j'ai tiré les fils, en fait, et ça m'a assez vite dépassée. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que t'es une étudiante à la vingtaine, t'as fait plutôt du design, un peu de business, mais toute la partie scientifique, tu l'as pas forcément. Est-ce que est-ce que tu te sens légitime? Qu'est-ce qui se passe? Non, Quand je ça me prend sens de pas l'ampleur. légitime. En revanche, je pense que je théorise pas du tout ce qui se passe. J'ai l'impression d'être à ma place, Ouais. sans pour autant n'être pas légitime, avoir effectivement un énorme syndrome de l'imposteur qu'on me fait assez vite ressentir, en fait, que je ressens pas forcément moi-même au départ, parce que je suis d'une naïveté énorme. Enfin, je me rends absolument pas compte dans quoi je m'embarque, je me rends pas compte ce que c'est que la biotech. Enfin, j'ai quand même compris que 3 ans plus tard, je crois, la différence entre biologie moléculaire, biologie synthétique, bioprocédés. Enfin, en fait, je ne savais C'est pas un ce que monde je savais pas. nouveau. Ouais. Ouais. Et donc, je me sentais à ma place parce que j'avais l'impression d'être la bonne personne. Et puis, je voyais que ça mordait, en fait, que j'arrivais à créer, à attirer des équipes. J'ai très vite réussi à recruter des docteurs en biologie qui avaient 10 ans d'expérience. Et donc, je sentais que ça prenait. En revanche, très vite, on m'a fait ressentir, pour le coup, euh, cette légitimité, notamment via le monde de la recherche qui ne s'est pas privé de me le faire, ressentir de manière assez forte. Et Ouais. comment tu as réagi face à ces remarques ou face aux sentiments qui t'ont laissé? Et comment est-ce que tu t'es construit face à ça? En fait, ce qui est un peu particulier, c'est vraiment cette ambivalence entre je sais que je fais les choses bien et si ça se trouve, je les faisais pas bien, mais le sentiment que j'en avais, c'était de donner tout pour que ça se passe bien. Et donc, c'est en ça que j'avais l'impression d'être à ma place et que ça me donnait cette force. Je voyais bien que l'ambition que je posais sur le papier, c'était la bonne, que les gens avaient envie de sauter avec moi dans cette ambition. Et donc, je me sentais la bonne personne pour le faire. Et en vérité, les gens qui me faisaient ressentir ça, alors il y a eu les chercheurs et les investisseurs, c'était des gens, sur les chercheurs, j'ai assez vite senti, pour être très honnête, une sorte de jalousie que je comprends. Moi, ça fait 30 ans que je bosse sur la bioluminescence. Pourquoi c'est elle, en fait, qui porte la voix de la bioluminescence? Il y a aussi dans la recherche un sujet de reconnaissance qui est très fort. Et je pense que ça a pu être très frustrant pour d'autres. Et franchement, je le comprends que ce soit moi qui récupère un peu les lauriers de peut-être même leur travail, parce que j'avais cette positionnement où je faisais ce transfert, en fait, de juste de la recherche au monde réel. Et donc au désir qu'avaient les prospects d'acheter ça. Ça m'a, je pense pas que je me suis pas sentie déstabilisée, je me suis remise en question, je me suis tout ça, mais j'avais vraiment ce sentiment-là de faire les choses bien. Et une fois de plus, peut-être naïvement, il y a peut-être plein de choses que j'ai pas fait bien. Ce qui a été honnêtement, et le monde de la recherche, du coup, j'ai vite réussi parce que j'arrivais aussi à convaincre, très vite, j'avais une équipe de 10 personnes en labo, donc je sentais que j'arrivais à les convaincre et à les embarquer avec moi. Ce qui a été le plus dur, honnêtement, c'est les investisseurs. Et je le comprends. Enfin, non seulement j'étais pas scientifique à la tête de ma bibliothèque, en plus j'avais 23 ans, aucune expérience professionnelle, j'étais solo founder. Enfin, en fait, évidemment, je le vois bien maintenant en tant qu'investisseur, je ne cochais absolument aucune case, je respectais pas les règles du jeu. Et donc ça, c'est plus dur parce que quand on a l'impression que ça avance, qu'on fait les choses bien et que factuellement ça avance, enfin, je veux dire, factuellement, au labo ça avançait, mon équipe fonctionnait bien, on avait des résultats, des premiers clients, enfin, quand on a l'impression de tout bien faire et qu'on fait au mieux avec ce qu'on nous donne aussi. Enfin, en fait, j'aurais bien aimé avoir un PhD en biologie en plus, avoir déjà monté 3 boîtes et pas être une femme, peut-être, j'en sais rien. Mais la vérité, c'est que j'avais pas le choix de qui j'étais et de comment je menais le projet. Donc ça, c'était plus dur, pour le coup, à gérer. Et maintenant, le syndrome de l'imposteur, il a toujours été là. Il était légitime d'ailleurs au début, parce que j'étais potentiellement un peu une imposteur. Et il sera toujours là, je pense, et ça, il faut vivre avec. Et est-ce que si on se replonge un peu, on est quoi, en 2013-2015, il ressemble à quoi le marché? Est-ce que tu as des concurrents? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà tenté de faire ce que tu fais, ça n'a pas marché?
Je pense que déjà, il y a un sujet, c'est que j'aborde pas du tout le business et l'entrepreneuriat comme un truc théorique. Typiquement, quand je dis, là, je parle de traction de marché, mais à cette époque-là, je parlais pas de traction de marché. Il y a une espèce de couche maintenant de recul que j'ai, mais que je gérais pas du tout comme ça à l'époque. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de primo-entrepreneurs, notamment quand ils viennent pas du business. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette analyse, tout ça. Donc évidemment, je m'intéresse à qu'est-ce qui existe en bioluminescence, qui sont... Mais est-ce que je les appelle des concurrents? Honnêtement, je crois même pas qu'à ce moment-là, c'était un sujet de, OK, il y a ces concurrents-là, ils sont là, comment tu te différencies? Enfin, tout ça, c'était des notions presque un peu inexistante dans ma manière de réfléchir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que il y a d'autres projets qui existent, souvent gérés de manière un peu différente. D'autres qui ont déjà planté aussi, pareil, sur des technos très différentes, type des modifications génétiques de plantes, des choses comme ça. Euh, la manière dont on aborde les choses, notamment le lien entre juste, c'est pas des bactéries qui font de la lumière, c'est comment est-ce qu'on va changer l'éclairage des villes pour qu'on puisse y installer des bactéries. Et j'ai le sentiment très vite que c'est ça qui fait la différence dans la manière qu'on a d'orienter aussi la roadmap R&D. Et donc, je vois assez vite qu'on fait les choses de manière différente. Moi, en tant que non-scientifique, je remets aussi assez souvent en question la manière dont fonctionnent mes chercheurs, non pas pour les challenges, parce que j'ai absolument pas de réponse à leur apporter. En revanche, j'arrive à leur poser des questions qui leur font se dire, OK, est-ce que je réponds au bon problème? Est-ce que je le fais comme ça parce que j'ai toujours fait? Ou est-ce que je fais comme ça parce que juste c'est comme ça qu'il faut le faire? Donc, j'essaye de les faire de la R&D différemment. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait une particularité dans ce projet qui est assez rare, je trouve, dans des projets un peu scientifiques. C'est que souvent, tout dépend d'un chercheur qui a le savoir, qui a déposé le brevet. Et donc, si cette personne-là s'en va, tout s'écroule, en fait. Chez Glowy, c'est pas du tout comme ça que ça s'est construit. On a eu en plus successivement, en 10 ans, 3 directrices scientifiques. Il y a eu des équipes qui ont tourné. Enfin, il y avait ce truc on a construit quand même une brique scientifique assez différemment. Et pareil, je m'en suis pas rendu compte que je savais pas comment les autres faisaient, mais je me rends compte maintenant qu'on avait vraiment fait les choses de manière différente. Et probablement parce que moi-même, j'étais pas chercheuse. Et à l'époque, justement, où tu dis, je me rendais pas forcément compte, comment, et aussi parce que tu étais solo founder, comment est-ce que tu t'es entouré, ou si tu t'es pas entouré, comment est-ce que, à quel instant, à quelle recherche tu as indexé tes décisions? Effectivement, alors j'ai très vite compris que je ne savais rien ni à la je le savais, hein, ni à la biotech, ni à l'entrepreneuriat, ni à merger une entreprise. Donc je me suis entourée effectivement dès le premier jour, à la fois des bons investisseurs, des bons partenaires, des bons mentors, tout ça, y compris sur la partie scientifique, où dès le départ, j'ai été intégrée à un laboratoire de l'INSERM qui m'ont accompagnée sur les premiers recrutements, avec qui je demandais beaucoup d'informations. Ensuite, un laboratoire du CEA, pareil, qui a encadré techniquement l'équipe. Puis pour chercher aussi les bonnes personnes, les bons CSO, etc. Donc, ça, c'est un truc que j'ai fait tout au long de ma carrière, en tout cas de cette aventure-là, et que je continue à faire. C'est-à-dire que je trouve qu'être hyper lucide sur ce que tu sais pas, ça fait que du coup, tu demandes de l'aide plus facilement et forcément, tu avances beaucoup plus vite parce que j'ai toujours eu beaucoup d'avis éclairés autour de moi. Et même en tant que solo founder, déjà, j'ai toujours eu un binôme avec moi aux opérations finance, qui était vraiment mon sparring partner. Et en plus de ça, du coup, un réseau de mentors pour m'aider, quoi. Et donc là, tous les feux sont ouverts. Tu nous as dit, il y a eu un peu l'emballement de la presse au début, le crowdfunding. Tu recrutes des personnes qui sont meilleures que toi sur leur sujet. À quel moment tu sens qu'il y a un pivot qui se passe? Qu'est-ce qui est... c'est multifactoriel, on en parlait en off, mais quel est le petit élément qui fait que les feux passent au orange peut-être? Alors, il y a eu plein d'étapes pendant lesquelles les feux sont passés au orange, avant qu'ils repassent au vert, puis qu'ils finissent par passer au rouge à la fin. Donc, bref, on a bossé 3 ans sur une technologie de biologie synthétique et puis on a pivoté au bout de 3 ans sur une technologie de biologie plus classique, sans modification génétique, etc. Et mine de rien, c'est quand même un gros tournant, même en termes de type de personnes dans l'équipe. Ça a provoqué un gros tournant. Je pense qu'on a fait une première erreur, qui est qu'on avait une technologie très plateforme, en fait, où on était capable d'adresser plein d'usages, plein de marchés, etc. Et comme on avait en plus beaucoup d'appels entrants, on a voulu structurer une stratégie où on développait globalement 4 business lines en même temps. Ouais. Ce qui est évidemment une très mauvaise idée. Et en même temps, comme on avait de la traction dans ces cas-là, c'est pour le coup le manque d'expérience aussi qui parle. Et donc, typiquement, on a une première levée de fonds qui a échoué en 2018 parce qu'il y avait des investisseurs qui s'intéressaient à une business line ou l'autre, mais du coup, ils ne trouvaient jamais le bon truc. Et puis, les business lines étaient très différentes avec des modèles vraiment très différents. Et donc, ça, je pense que ça a été une erreur qui a fait que du coup, cette levée de fonds a échoué vraiment au dernier moment. Donc, c'était pas de chance et pas cool. Mais du coup, on avait une équipe de un peu plus d'une quinzaine de personnes qu'on a dû redescendre à 5 personnes.
S'en est suivi le Covid qui n'a pas aidé dans tout ça. On a réussi à reconstruire le tout en retrouvant un gros financement européen qui nous a relancé, en signant des contrats de marché public qui nous ont relancés. Et le tournant, je pense, le premier élément déclencheur, ça a été un sujet, et je pense qu'honnêtement, ça peut arriver à beaucoup de projets Sciences Tech, où du coup, on va chercher beaucoup de subventions. Et il y a un moment donné où du coup, c'était une promesse de l'Europe sur de l'argent en equity, on n'a pas eu l'equity qui suffisait. Et du coup, ça a remis en question une grosse subvention qu'on avait eue parce que du coup, nos fonds propres étaient plus équilibrés, trop de fonds publics par rapport aux fonds privés. Le prêt qu'on avait quasiment sur lequel on s'était mis d'accord sur la levée de fonds, du coup, ne pouvait plus avoir lieu. Et en fait, on se retrouve du jour au lendemain à, en gros, 4-5 millions de trésorerie, à tout d'un coup plus que 1,5 million. Et du coup, il y a un problème dans le plan. Enfin, et donc, à partir de ce moment-là, donc ça a été un peu l'élément déclencheur de waouh, comment je gère ça? Parce qu'en fait, je ne sais pas rétablir cet équilibre-là. Et j'ai plus le temps de repartir dans cette recherche d'equity avant que la trésor s'effondre. Et en même temps, il y a cette pression de, comme j'ai encore des tranches de subventions qui doivent arriver, il faut que je fasse mon plan, parce que si je ne fais pas mon plan, je ne touche pas non plus les autres tranches. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel, en fait, tu peux difficilement te sortir parce que, en fait, et peut-être que je dis difficilement sortir avec mon expérience et mon recul de l'époque, peut-être que la bonne décision, ça aurait été de dire, OK, stop, on stoppe tout, on recommence encore à zéro. Mais je pense qu'il y a un moment donné, l'énergie, quand ça fait 2 fois que tu recommences déjà à zéro, ça commence à être un peu lourd. Mais peut-être qu'il aurait fallu faire ça, se dire, OK, là, on va dans le mur parce qu'en fait, si on continue ça, on se met dans ce cercle vicieux, qu'on a encore besoin de plus de trésorerie, etc. Mais il est très dur à couper ce cercle-là. Il faut beaucoup de courage et je pense beaucoup plus d'expérience que ce que je n'avais, beaucoup plus de recul aussi sur les choses. Et en plus, est-ce que ça aurait marché? Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire. Et en fait, le temps était tellement court entre le moment où on s'est dit waouh, là, il y a un problème, on va juste plus avoir de trésor, alors que c'était vraiment pas du tout prévu. Il y a des moments où on le voit venir, là, vraiment, c'était pas du tout prévu. Et puis, on déroulait bien. Enfin, je veux dire, on installait notre premier mobilier urbain. Enfin, tout était Ouais, tout ouvert était sur bien. le reste que le financement. Et donc, voilà, il y a une cascade de financement qui n'arrive pas. Et jusqu'à un moment donné, on se dit, bon, là, il faut aller devant le tribunal pour entrer en conciliation, pour montrer un acte de bonne gestion aussi, et puis se faire aider, quoi. Dire, allô, j'ai un problème là, je sais pas comment gérer. Et puis, en fait, après, tout est allé très, très vite. Globalement, en moins de 6 mois, on est passé de j'installe mon projet pilote à la liquidation est prononcée. Donc après, ça allait très, très vite. Et donc, effectivement, c'est multifactoriel. Donc, ce truc de financement a déclenché ça. Maintenant, je me rends compte aussi que on arrivait à un stade de maturité, vraiment au moment du redressement. On venait de déposer un nouveau brevet une semaine avant le redressement où on s'était enlevé plein de contraintes techniques. Ce brevet nous permettait vraiment d'alléger la structure et de rentrer dans une phase beaucoup plus commerciale. Là où jusque-là, on était vraiment dans une phase de R&D. En fait, on était un gros Développement, labo ouais. de R&D. On avait des petits contrats clients, etc., qu'on servait, mais il n'y avait aucun sujet de développement commercial à l'échelle, etc. C'était trop tôt par rapport à la techno, en tout cas sur les marchés qu'on avait choisis. Et du coup, on était aussi un peu enfermés dans ce truc de je suis un labo R&D et donc j'ai pas la flexibilité financière pour recruter les bonnes personnes pour la prochaine phase. Et ça, je pense que c'est un vrai risque dans des boîtes deep tech comme ça. C'est vraiment cette transition et d'avoir la flexibilité financière de faire en fait cette transition, le temps de le faire. Parce que pareil, les ventes, ça ne se déclenche pas en 5 minutes. Et passer de la gestion d'un labo de R&D à une machine de vente, c'est compliqué, ça prend du temps, ça ne demande pas les mêmes ressources. Et du coup, là où je pense qu'on avait tout ce qu'il faut en termes de techno pour faire ce pas à ce moment-là, on n'avait absolument pas la liberté de le faire. Et la preuve en est qu'on en était capable, c'est que pendant tout le redressement judiciaire, moi, j'ai réorienter mon équipe en disant on va pas continuer à venir le matin et à bosser sur le projet pendant 2 ans parce que sinon, il y a un moment donné, tout le monde va péter un câble. Et donc, on s'est dit, on se met tous dans la pièce et l'objectif, c'est de montrer aussi à des potentiels repreneurs qu'on montre véritablement tous les progrès techniques qu'on a fait et tous les types de produits qu'on peut développer et notre capacité aussi à générer du cash sur le court terme. Et donc, bref, on s'est mis d'accord sur l'organisation d'une expérience immersive dans Paris. Donc, on a loué un lieu, etc. Et la mission de l'équipe, c'était il faut créer cette expérience, créer les produits qui permettent de faire cette expérience. Et en fait, en 2 mois, l'équipe a développé une dizaine de produits, ce qui n'était pas du tout la dynamique dans laquelle on était en fait avant, où on était sur de l'optimisation de notre mobilier urbain. On a réussi à faire une gamme de couleurs, ce qu'on n'avait jamais réussi à faire en 10 ans. On a réussi à faire un process de production où on a fait x1000 en termes de quantité de bactéries produites, le tout dans une cave à Paris, donc dans des conditions pas idéales. Enfin, en gros, c'était comme si tout ce qu'on avait accumulé comme savoir pendant 10 ans, on arrivait enfin à prouver que c'était possible.
mais parce qu'on a complètement changé le mode de fonctionnement de la boîte. Et donc, je me suis autorisée à le faire à ce moment-là parce que j'ai senti que c'était ce qu'il fallait faire. Mais si j'avais pas été dans cette période de redressement judiciaire sous pression extrême, je l'aurais pas fait. Et peut-être que du coup, c'est ce que j'aurais dû faire 6-8 mois avant. Et en même temps, tu peux pas parce que tu as un contrat de marché public que tu dois livrer, parce que tu as tes investisseurs qui t'attendent sur ça. Et en fait, toi aussi, tu as envie d'aller vers l'ambition que tu as vendue. Enfin, alors que peut-être que pragmatiquement, si on avait fait ce truc-là 1 an plus tôt, on aurait débloqué un nombre de trucs énormes et on aurait plus facilement faire cette transition vers le marché. Donc, mais bon, ça, tu peux difficilement le voir quand Ouais. tu es dedans, malheureusement. Et en tout cas, pas quand je pense que c'est ta première expérience. Moi, pendant 10 ans, j'ai eu l'impression de faire que des trucs pour la première fois. Quand bien même, j'étais entrepreneur depuis 10 ans, tout était tout le temps nouveau, quoi. Et donc, forcément, c'est compliqué. Tu ressens de la frustration ou de la fierté quand tu arrives à délivrer tout ça alors que tu sais que tu es un peu au bout du tunnel, enfin au fond du puits, je sais pas comment on dit. Au fond du bout. Honnêtement, plutôt de la fierté Ouais. que de la frustration. Parce qu'une fois de plus, j'ai eu l'impression qu'à chaque étape de cette boîte, j'ai pris les décisions qu'il fallait que je prenne avec ce que j'avais entre les mains. Que ce soit les gens autour, mes propres limites à moi aussi. Donc, j'ai beau y réfléchir. Évidemment, maintenant, si j'avais d'autres compétences et ce recul-là, je ferais plein de choses différemment sur ces 10 ans. Mais j'ai eu l'impression que toutes les décisions que j'ai prises dans tous ces moments-là, je ne pouvais pas vraiment prendre d'autres décisions dans les capacités que j'avais. Parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Il suffit d'une rencontre, d'une personne qui va t'ouvrir le champ sur un nouveau modèle et puis tu vas switcher. Enfin, mais en tout cas, dans ce que j'ai construit, donc j'ai ressenti beaucoup de fierté, y compris le jour où on a installé ce premier mobilier urbain alors que personne ne savait. Moi, j'étais en train de faire mon discours, personne ne savait que j'avais déposé le bilan une semaine plus tôt. Enfin, donc c'était plus de la fierté. La frustration, je l'ai retrouvée après, quand justement j'étais sûre que cette boîte allait être reprise. Il n'y avait pas de sujet là-dessus. Je ne savais pas sous quelle forme, parce que les repreneurs avaient des envies aussi très différentes. Elles ne me convenaient pas toutes, mais au moins, ça ne part pas à la poubelle, quoi. Donc la frustration extrême, ça a été le jour où on m'a dit, en fait, là, personne ne s'est positionné finalement, liquidation. Là, c'est une énorme frustration parce que c'est bête, en fait, de jeter tout ça à la poubelle, d'avoir réussi à faire avancer la science à ce point-là, d'avoir créé aussi cet engouement, ce truc. Enfin, on a aussi bossé pour que maintenant la bienveillance est au programme scolaire. Enfin, ça a ouvert aussi, je pense, pas mal. On a eu des impacts assez indirects qui ont ouvert des trucs. Et se dire, en fait, là, vraiment, juste, ça part. Parce que littéralement, la liquidation, ça va dans un placard et plus personne n'y touche. Jamais, quoi. Donc, ça se perd. Donc, ça, frustration extrême. Et la deuxième frustration, c'était plutôt vis-à-vis de moi de me dire que j'ai fait tout ça, j'ai pris toute cette énergie pour avoir de l'impact environnemental, ce qui était quand même mon leitmotiv depuis le départ. La vérité, c'est que c'est pas en installant un mobilier urbain pilote que tu as un impact environnemental positif. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que pour la suite, j'arrive à trouver un modèle qui fait que je vais au bout de cet impact, parce que ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très, 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 très frustrant. Les autres frustrations, je les ai assez vite balayées. Balayer. Et j'avais une question, mais je viens de l'oublier. Ouais, tu donnes un peu les clés pour qu'on parle bientôt de ce que tu as fait ensuite, mais pour parler des 10 ans d'abord sur la rétrospective et comment tu as tenu quand même tous ces 10 ans, tu as quand même parlé de pivot complet, de remise à zéro. Il y a de la fierté et de la frustration à la fin. Comment est-ce que, quand même, on tient pendant 10 ans, comment on navigue, comment on garde l'énergie, comment on manage quand on n'a jamais managé, comment on apprend chaque jour. Je pense que ça doit être hyper excitant de faire chaque jour des nouvelles choses et d'apprendre pour les premières fois. Mais potentiellement aussi, au bout d'un moment, on a envie d'exécuter sur ce qu'on sait faire. Pour moi, le seul ingrédient qui fonctionne, c'est d'être passionné par son sujet, et d'être convaincu soi-même, en fait, pour réussir à convaincre les autres. Et moi, comme j'avais la chance aussi d'avoir un projet avec cette partie sensible, cette partie de rêve, je voyais, c'était un projet désirable. Et donc, je recevais aussi beaucoup de... et aussi parce que le projet était médiatisé, qu'on avait une belle aura, etc. Je recevais tellement de messages aussi de gens qui voulaient que ça arrive, que ça a été un moteur énorme, y compris quand ça allait pas. Je me dis, en fait, ça peut pas ne pas arriver, ce truc-là. Donc, en fait, pour le coup, pour moi, c'est un peu la passion et la conviction qui est le seul moteur qui fonctionne quand tu dois effectivement tenir tous ces trucs-là pendant 10 ans. Après... je pense qu'il y a une question de santé mentale qui est cruciale. Moi, dès la première année, je me suis fait accompagner, un peu aussi par opportunité. Ma belle-mère avait une boîte de coaching pour dirigeants. Mon sujet, c'était qu'évidemment, comme tous les entrepreneurs, impossible de partir un jour en vacances sans avoir l'impression que tout va s'écrouler.
Et donc très vite, en fait, je me suis fait coacher. J'ai compris aussi la différence entre l'urgent, l'important. Donc, enfin, c'est des choses que tu fais pas forcément quand tu es jeune entrepreneur. J'ai eu la chance aussi d'avoir des premiers investisseurs qui, dès la première année, m'ont dit de me payer. Je pense que s'ils m'avaient pas dit ça, je me serais pas payée. Au bout de 10 ans, j'aurais toujours pas été payée. Enfin, il y a eu plein de facteurs qui ont fait que je me suis construit psychologiquement de manière assez solide. Et je pense aussi être quelqu'un d'assez d'assez solide psychologiquement, mais parce que je le conscientise et que je le travaille. Euh, je pense que j'ai aussi une personnalité très peu rancunière. Enfin, mon cerveau passe très vite à autre chose et efface très très vite les moments difficiles pour se concentrer sur un peu les solutions. Donc ça aide aussi. Et ça fait vraiment partie de ma personnalité. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours ça. Et ce qui est assez marrant, je trouve, avec l'entrepreneuriat, surtout que moi, je veux dire, je voulais être designer, quoi. Je suis une créative. Enfin, j'avais pas forcément envie de gérer que des problèmes. Enfin, c'était pas ce que j'aurais dessiné comme métier de rêve. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que j'ai l'impression en tant qu'entrepreneur que globalement, si je regarde chaque tâche que je fais dans ma journée, c'est vraiment chiant, dur et pas en plus dans ma zone de confort. Mais à la fin de la journée, en fait, j'avais toujours l'énergie, et j'étais quand même contente et j'avais envie de me relever le lendemain et de continuer. Donc et ça, je pense que c'est vraiment la passion et la conviction qui fait la différence, que tu dois vivre à l'intérieur de toi avec cette espèce d'alignement aussi de valeurs et cetera. Mais aussi que me faisaient ressentir tous les gens qui étaient autour du projet, qui m'ont suivi. Parce que la vérité, c'est que pour monter un projet comme ça, il y a besoin de beaucoup, beaucoup de gens qui te suivent. Et donc c'est évidemment une énergie énorme d'avoir une équipe, qui grandit, qui te suit, dans tes folies, et des investisseurs et des clients et enfin voilà, il y avait ce truc-là. Ce que j'ai trouvé super intéressant dans la manière dont Glowy est présenté, ou le narratif autour de Glowy, c'est qu'il y a une vision très poétique, qui est un mot qu'on voit jamais en entrepreneuriat. En tout cas, moi, je l'avais jamais rencontré. Et je me suis dit, comment est-ce que pareil, tu as construit la vision et tu as réussi à emporter avec cet imaginaire. En fait, tu as raconté des histoires vraiment premier degré. Comment est-ce que tu as évolué avec ça? Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose que tu fais encore, ou c'était plus particulier sur ce projet? Non, franchement, c'était très naturel aussi, je pense, de par mon regard de designer sur le sujet. Je suis hyper convaincue qu'une innovation qui n'est pas désirable, quand bien même elle est merveilleuse, performante, etc., elle pourra juste pas être adoptée. Enfin, à la fin, il faut que les humains l'adoptent, quoi. Sinon, ça fonctionne pas. Et donc, évidemment, je trouve que la partie poétique, sensibilité amène une force énorme au projet. Ce qui m'a aussi porté, et d'ailleurs ce que je me suis dit après Chloé, comment je vais retrouver ça, je pense que j'ai aussi besoin de travailler sur des sujets qui me dépassent complètement. Et donc quand je racontais l'histoire de Chloé, je racontais pas que moi, ma petite aventure de la bioluminescence. Enfin, c'est un sujet beaucoup plus global. Et je trouve que c'est hyper stimulant de se dire que tu t'attaques à un truc qui est bien plus gros que toi. Ça pose aussi un niveau d'ambition certain. Et donc, raconter l'histoire m'a paru assez naturel. C'est pareil, c'est des choses que je théorise aujourd'hui et que je réplique, mais qui, en fait, à l'époque, étaient juste... Enfin, si je racontais cette histoire, c'est parce que vraiment, c'est cette histoire qui m'habitait et c'était la véritable raison pour laquelle je faisais tout ça. Mais je me rends compte à quel point c'est évidemment powerful de raconter des histoires, et y compris d'embarquer ses clients dans un truc plus grand, quoi, que juste sa solution. La bioluminescence s'y prête particulièrement parce que c'est facile de raconter une belle histoire avec la bioluminescence. Il y a des technos sur lesquels c'est un petit peu plus compliqué de les rendre sexy et désirables, mais je pense que ça fait vraiment partie de... C'est vraiment important et c'est quelque chose que je théorise maintenant sur de la brain stratégie, sur tout ça, mais que j'ai fait de manière complètement naturelle chez Glowy. D'autres interlocuteurs à qui il faut vendre des histoires, c'est les investisseurs dont tu as parlé plusieurs fois pour le moment, avec les moments difficiles et les moments évidemment plus agréables où ils étaient de beaux conseils. Qu'est-ce que tu peux nous raconter, looking back sur les 10 ans? Avec mon point de vue maintenant, je me rends compte que j'ai jamais compris les règles du jeu des investisseurs. Et que la vérité, c'est que c'est un jeu qui a des règles et que si tu respectes pas les règles, en fait, juste tu t'adresses pas aux bons interlocuteurs. Et je le vois maintenant dans cette position-là. Mais je pense qu'il n'y a aucun investisseur qui m'a dit ça de manière aussi claire pendant 10 ans, ou bien j'ai pas voulu l'entendre. C'est possible aussi. Euh, mais je trouve que c'est un message qui est important aussi à faire passer aux entrepreneurs, qu'il y a plein de types d'investisseurs différents, qui ont chacun leurs règles du jeu. Et il faut s'adresser aux bons investisseurs, sinon en fait tu perds ton temps. Et je pense que j'ai perdu énormément de temps. Et évidemment, ce qui était compliqué, c'est que je voyais bien que les investisseurs étaient hyper intéressés par mon projet. Enfin, en fait, tout le monde avait envie de ce truc. La vérité, c'est comme je cochais aucune case, je passais beaucoup de temps, je passais beaucoup d'étapes, et puis en fait, ça finissait très souvent par un non. Et je l'ai pas bien compris pendant toutes ces années. Enfin, je l'ai pas très bien vécu parce que ça me paraissait pas possible qu'on puisse s'intéresser à ce point-là à mon projet et à la fin qu'on me dise ah non mais en fait ça va pas. Et j'ai eu l'impression qu'on me racontait pas la vraie raison de pourquoi. Et une fois de plus, c'est peut-être que j'ai pas voulu l'entendre.
Et en même temps, quand tu es entrepreneur, quand bien même tu te prends des noms partout, il faut savoir à la fois écouter ce qu'on te dit pour t'ajuster. Et en même temps, si tu continues pas à suivre un minimum ta voix, qui va le faire à ta place? Personne. Et je trouve que c'est aujourd'hui dans ma position plus d'investisseur aussi ce qui est compliqué à faire. C'est comment toi, en fait, avec ton recul et ta position, tu vois des murs que l'entrepreneur va pas forcément se prendre. Et comment tu fais la part des choses entre il faut le dire, il faut être clair, et en même temps, si l'entrepreneur il abandonne juste parce que tu lui dis là, en fait, ton marché c'est un mauvais marché. Il y aurait, je pense, pas d'innovation dans ce monde et pas d'entrepreneur. Donc pour le coup, c'est assez particulier, mais c'est sûr que mais la question que je me pose avec le recul, c'est finalement quel type d'investisseur autre j'aurais pu aller voir avec ce projet, qui est un projet, du coup, en termes de financement, extrêmement compliqué. C'est aussi pour ça que je me suis tournée vers la Commission européenne, dont les programmes étaient spécifiques pour les boîtes unbankable, où tu devais prouver que les investisseurs traditionnels ne pouvaient pas investir pour des raisons qui sont un océan bleu, typiquement sur le founder, des marchés publics. Enfin, tu vois, c'est que j'avais que des mots qui faisaient fuir les investisseurs. Mais pour autant, ils fuyaient pas tout de suite. Donc, c'est ça qui est un petit peu particulier. Et donc voilà, c'était comment est-ce que tu trouves cette bonne route quand tu as un projet tout en rupture. Ce que j'essaye d'appliquer aujourd'hui, surtout, c'est que et c'était la Bioessence qui faisait ça, mais tu étais obligé d'innover sur tout, quoi. Sur la chaîne de valeur, l'approche marché, le produit, la techno. En fait, il y a un moment donné que j'essaye aujourd'hui de regarder des projets avec ce prisme de oui, tu peux être en rupture sur certains points, mais il faut te raccrocher à un moment donné à des choses qui existent. Et honnêtement, c'était pas le cas. Il n'y avait pas cette voie-là avec la bioluminescence. Et donc ça rendait le projet presque infinançable, en tout cas par des VC. Et j'aurais peut-être dû m'adresser à d'autres, mais en fait, je savais même pas qu'il y avait d'autres. Enfin, tu vois, c'était un truc que tu apprends aussi au fur et à mesure. Donc évidemment, nous, on a été financés par des business angels, des gros business angels, par du financement européen, par des investisseurs particuliers. Mais je l'ai mal compris et je l'analyse maintenant de manière complètement différente. Et moins personnelle aussi. Il y a des règles et c'est comme ça. Juste, les fonds aussi, ils ont leur manière de fonctionner, leur chose à vendre. Et je pense que c'est très compliqué à comprendre pour des entrepreneurs aujourd'hui. Moi, j'essaie d'être le plus pédagogique, mais je trouve que c'est très dur, en fait. Quand surtout, tu ne trouves pas la solution alternative au VC, quoi. Est-ce que par ailleurs, tu observes une évolution quand même du marché sur la typologie de projets dans lesquels les investisseurs sont plus prêts à investir aujourd'hui? Tu as mentionné aussi ton expérience de femme en tant qu'entrepreneur. C'est pareil, de l'évolution que tu peux avoir dans le marché. Honnêtement, j'ai du mal à avoir ce recul parce que j'étais très focus sur moi pendant ces 10 années pour me dire, OK, est-ce qu'ils investissent dans d'autres projets ou pas d'autres projets? Donc, j'ai du mal à à comprendre s'il y a une évolution. Je pense que les règles du jeu, elles n'ont pas changé. Alors oui, il y a beaucoup plus d'investisseurs deep tech qu'il y en avait il y a 7-8 ans, ça c'est sûr. Donc forcément, moi, 90% des VC que j'allais voir ne faisaient que du soft. Donc en fait, il y a un moment donné, juste me recevais peut-être pas parce que je n'allais pas y aller, quoi. Mais il y avait beaucoup moins. Donc ça, il y a une évolution qui est certaine. Après, les règles du jeu, elles n'ont pas changé. Maintenant, je comprends beaucoup mieux les contraintes des fonds et la raison pour laquelle parfois ils vont pas dans un projet ou dans un autre. Et puis la raison aussi, c'est qu'à un moment donné, tu compares deux projets, tu en as un avec un solo founder et un qui n'a pas solo founder et qui est trop stylé aussi, tu vas dans l'autre. C'est un sujet de management du risque. Mais forcément, quand toi, tu es l'entrepreneur qui est dans ce schéma-là et qui, comme je disais tout à l'heure, ne peut pas changer certains paramètres. Il y a certains paramètres que je ne pouvais pas changer. Du coup, c'est évidemment très frustrant. Mais voilà, je pense pas que les règles du jeu aient changé. En revanche, il y a effectivement des VC qui investissent dans des projets un peu différents. Et je continue à penser, et c'est aussi pour ça, pour faire un peu le lien avec ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'il y a un gap entre... il y a un projet de recherche hyper-tech, etc., qui naît, et il est finançable par des investisseurs classiques. Et moi, c'est ce gap-là que j'essaye de combler aujourd'hui pour justement qu'il y ait un maximum de techno-impact qui puisse arriver sur le marché. Et avant d'aborder l'aujourd'hui, si on se replonge un peu au moment de la bascule, comment toi, au moment où tu comprends qu'il n'y a plus de retour en arrière, tu vis le truc et comment tu l'abordes aussi avec tes investisseurs et ta team? Ça a été un moment effectivement compliqué. J'étais incapable d'aller vers mes équipes tant que je n'avais pas un plan à leur proposer sur les 3-4 mois qui allaient arriver. J'avais prévenu en amont mes investisseurs. C'était hyper dur parce qu'on avait bouclé une dernière levée 6 mois avant. Donc, c'est court quand même. Mais parce que cette levée-là devait avoir un levier d'equity derrière et de dette et de subventions énormes. Donc, en fait, c'est ce levier-là qu'on n'a pas pu faire. Donc, les investisseurs ont été très bienveillants. Y compris, j'ai le souvenir d'un business angel qui venait de mettre du coup un gros ticket quelques mois plus tôt et qui m'a dit dans mon portefeuille, sur en gros, je sais pas, 10 boîtes, j'en ai 4 qui sont en redressement judiciaire et vraiment, c'est toi qui gères le mieux. J'étais super, j'ai le prix du meilleur redressement judiciaire.
Non, mais je veux dire une bienveillance à ce niveau-là, tu vois. Ouais. Des investisseurs comme 50 Partners qui m'ont suivi, c'était mes premiers investisseurs en 2015, qui ont été vraiment là, déjà dans tous les moments difficiles en 10 ans, mais surtout voilà, en soutien. Donc les investisseurs, en fait, je l'ai beaucoup appréhendé, mais ça a été plutôt bien reçu. Les équipes, honnêtement, c'était vraiment compliqué parce que on était une fois de plus dans un momentum qui était top. Enfin, on venait d'installer notre premier mobilier urbain, on avait notre premier projet pilote et en gros, le plan, c'était qu'au bout de 4 mois, on définit ce projet pilote et on enchaîne sur l'industrialisation du truc. Donc, c'était 10 ans d'aboutissement qui se passaient exactement de manière simultanée à tout ça. Donc, j'ai voulu y aller avec un plan et ça a été intéressant parce que là où 3 ans plus tôt, quand j'avais eu ce même problème de là, les gars, on n'a plus de financement, je pense que je l'avais mal fait. En gros, avec des slides PowerPoint. Enfin, voilà, je pense que je l'avais mal fait et ça m'a beaucoup coûté. J'ai eu des gens en plus qui bossent avec moi depuis très longtemps, que j'adorais, qui m'ont vraiment tourné le dos et ça a été très, très dur personnellement. Au-delà du fait que j'étais enceinte en parallèle, ce qui n'a pas aidé ma gestion des émotions. Mais à ce moment-là, en fait, je crois que les équipes ont très vite compris que ce que voulait dire redressement judiciaire, c'est qu'en fait, c'est moi qui perdais. Enfin, en fait, la boîte, elle allait plus être à moi. Elle pouvait continuer, il y avait une voie, mais elle n'était plus à moi. Et je pense que ça leur a fait aussi un déclic ils ont compris que si je continuais, et je leur ai dit, je vais continuer à me battre, etc. Et qu'en fait, je me battais pas pour moi, je me battais pour le projet en tant que tel, et pour eux aussi, pour qu'eux, ils puissent continuer à bosser sur ce projet, parce que je sais qu'ils adoraient bosser sur ce projet. Et je pense que ça a fait un déclic où, dans la tête aussi des équipes, t'as beau être hyper accessible, hyper ouverte, tout ça, transparente, etc. Bon, tu restes la patronne. Ils s'imaginent potentiellement que tu as un salaire 27 fois supérieur à eux, alors que tu es la mandant payée de la boîte. Mais ça, en fait, si tu le formalises pas, tu ne sais pas. Enfin, donc, il y a une espèce d'imaginaire, je pense, de leur côté qui est tombé, à tel point qu'ils étaient empathiques pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont dit, non, mais nous, on est tristes pour toi. Et donc, ils ont été, pour le coup, incroyables. Ils se sont remontés les coudes pendant cette période où on a tous un peu changé de mission, à se dire, on fait cette expérience éphémère. Ils ont été investis dès la première minute, alors que je leur avais dit, rentrez chez vous, on se revoit demain, quoi. Ils ont attaqué 10 minutes plus tard sur OK. Enfin, ils ont tous abandonné leur poste pour en créer un nouveau, vraiment en solidarité. Et ce moment-là était très beau. Là, on ne savait pas que ça allait être le dernier moment, cet événement, parce que la prononciation de la liquidation n'a même pas lieu une semaine après la fin de ce truc-là, où on avait réussi à être sold out très vite, à faire beaucoup de chiffre d'affaires, à faire des produits de fou. Enfin, vraiment, c'était un peu lunaire. Et c'était un très beau moment, en fait, d'équipe, où j'ai vu que tout le monde bossait pour le même truc. C'était un peu la première fois que tous les métiers étaient réunis autour d'un même produit, sujet, etc. Enfin, donc ça a été un soutien psychologique énorme et un poids, du coup, qui s'est enlevé énorme. Mais il a fallu quand même que je leur annonce avec un plan auquel ils ont adhéré. Et il y aurait eu un scénario possible qui disent, bon, OK, on laisse tomber, où tout le monde vient au boulot ou vient même peut-être pas au boulot pendant les 3 mois qui arrivent, etc. Et c'est pas ce qui s'est passé parce que je pense qu'ils tenaient quand même énormément au projet. Et je pense qu'honnêtement, ils avaient envie de le faire. Je pense qu'ils l'ont fait aussi en partie pour moi, parce qu'ils sentaient que c'était moi qui, en fait, avait le plus gros à perdre là-dedans. Ils n'ont pas été plus inquiets que ça non plus de retrouver un boulot. Enfin, ça s'est fait de manière assez smooth. Donc voilà, il y a pas eu de... L'étape la plus dure, ça a été de l'annoncer publiquement sur LinkedIn. Parce que là, pour le coup, tu as peur de... Comme une semaine avant, on était au JT de TF1, si tu veux, tu es là, Ouais, en fait, les gens s'imaginent pas du tout ce que tu vis, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai reçu... donc, j'ai posté quelque chose pour annoncer que je rentrais en redressement et que j'avais besoin d'aide, en fait. J'avais besoin qu'on m'aide à trouver des repreneurs. J'avais besoin qu'on achète des tickets pour mon événement. Et j'avais besoin qu'on m'envoie de la force, quoi. Ce qui n'était pas trop mon genre de mendier, tu vois, d'empathie. Et en fait, j'ai reçu une vague d'amour tellement énorme que ça m'a donné, en fait, la motivation. Et je me suis aussi dit, ce que tu te dis difficilement, alors ce que la maternité m'avait déjà fait, de me dire, si ma boîte s'arrête, il y a un après, parce que je vais avoir un bébé, etc. Donc, j'avais déjà eu un peu cette transition-là en gros, c'est pas la fin du monde si ma boîte s'arrête. Et là, ça m'a refait ce truc-là c'est pas la fin de ma carrière si la boîte s'arrête. J'ai très vite senti que j'allais avoir absolument aucun mal à trouver autre chose. Alors, trouver quelque chose qui me convient 100%, je sais pas, mais en fait, j'ai limite reçu des offres d'emploi en annonçant mon redressement judiciaire. Donc, j'ai très vite senti que j'avais de la valeur, en fait, sur le marché du travail. Et donc, ça m'a aussi vachement rassurée sur la suite. Et donc, en fait, j'avais éliminé un peu toutes mes peurs et mes frustrations avec ces annonces successives. Et tu as eu le fin mot de l'histoire sur pourquoi ils se sont tous retirés, les repreneurs? Chacun avait un peu son point de vue. Alors, un des repreneurs est mon associé aujourd'hui. En fait, juste après, il m'a recontacté et il avait une idée en tête. Et donc, en fait, on a poursuivi cette idée et on a monté cette nouvelle boîte. Donc, il avait cette vision de monter un studio autour de la bio-inspiration. Et en fait,
il s'était dit, est-ce que racheter Glowy, c'est pas la première brique de mon studio? La vérité, c'est que la réponse, il a répondu non. Et je pense qu'il avait raison. Donc voilà, une des raisons comme ça. Ok. Les autres raisons étaient un peu moins claires. En fait, le temps de redressement était très court, c'est quand même un projet très intense. Je pense qu'il y a un entrepreneur qui aurait pu, ne serait-ce que pour acheter certains qui avaient en fait une autre ambition entrepreneuriale, qui montait déjà un projet, et il aurait pu racheter à minima des membres de mon équipe pour son projet et du matériel. Je pense qu'il a eu tort de ne pas le faire. Mais bon, ça, c'était C'est la vie. sa raison personnelle. Et après, c'était plus des investisseurs financiers. Et compliqué. Il y avait deux associés qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux. Il y en avait un qui était à fond et l'autre qui n'a pas réussi à onboarder. Donc, ça ne s'est pas fait. Enfin, voilà. C'était un peu des raisons diverses. Ce qui est sûr, c'est que le jour où, en gros, ils m'ont dit non tous les 4 et que j'ai annoncé la liquidation, ils m'ont tous contacté en mode mais attends, il n'y a personne d'autre qui s'est positionné. Je dis bah non, en fait, si vous vous positionnez pas, enfin, c'est pas. Et je pense qu'il y a eu ce truc-là aussi sur Glowy de tellement on avait envie que ça arrive collectivement qu'on s'est dit, déjà moi, je vais toujours réussir à trouver une solution. Enfin, tout le monde se disait, elle va toujours trouver une solution. Et en fait, ce projet, on ne peut pas le laisser mourir. Donc en fait, c'est comme s'il y avait toujours quelqu'un qui allait le sauver. La vérité, c'est que là, tout d'un coup, il n'y avait plus personne. Et donc, hyper frustré. Enfin, les repreneurs étaient tous hyper frustrés. Mais bon, bah, c'est la vie. Et très belle transition du coup pour l'après. Tu as donc monté un startup studio avec l'un des repreneurs, enfin des non-repreneurs du coup, mais une belle transition pour que tu nous parles de ce startup studio. Ouais, en fait, très vite, du coup, on a commencé à se poser autour de la table, autour de cette idée de comment est-ce qu'on monte une structure qui permet de faciliter le passage du labo au marché d'un maximum de technologies bio-inspirées, partant du principe qu'il y a un potentiel énorme, mais que souvent, ça reste bloqué en laboratoire. Parfois pour des bonnes raisons, mais souvent pour des mauvaises raisons il n'y a pas les bonnes personnes pour porter le projet, il n'y a pas la bonne stratégie qui va derrière, il n'y a pas les bons financements, aussi early aussi, parce que quand tu es un TRL 3-4, c'est quand même compliqué et que tu n'as pas ta vision stratégique claire, c'est quand même compliqué d'aller financer. Et donc, voilà, on a travaillé pendant quelques mois autour du montée studio. Moi, j'avais très vite compris, parce que j'ai refusé des offres d'emploi, etc. J'ai très vite compris que qu'il fallait que j'entreprenne, que c'était le seul truc que je savais faire et que c'était impossible pour moi de prendre un CDI classique. Enfin, je n'allais pas y arriver, en fait. Et on m'a aussi proposé d'autres projets entrepreneuriaux qui probablement auraient très bien marché, mais qui n'avaient pas cette couche d'ambition, enfin, de trucs qui te dépassent, quoi, de sujets environnementaux qui te dépassent. Et je pense que sans ça, je serais pas performante, en fait. Je pense que j'arriverais pas à trouver cette énergie-là que j'ai aujourd'hui. Mais donc, tu t'es remis en selle super vite, en fait, t'as pas trop fait de pause? Si, j'ai fait une pause. J'ai fait un bon mois et demi de pause. C'était le mois d'août, donc ça tombait très bien. Ouais, mais ça... C'est un petit mois pour 10 ans d'entrepreneuriat. Une bonne pause d'un mois. Ouais, mais j'avais pas franchi de barrière de santé mentale. Après, alors, je me suis remise à plein temps dans ce projet-là un peu plus de 6 mois après. Donc, j'ai quand même pris le temps de tester. J'ai fait des missions de conseil. J'ai été prof en école de design, un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'avais une mission bénévole en tant que présidente du Conseil national design. Donc, j'y ai aussi consacré beaucoup de temps à ce moment-là. Donc, à la fois, j'ai pas rien fait et en même temps, j'étais très libre. J'ai quand même ils sont toujours un peu petits, mais j'ai quand même 2 enfants en bas âge. Et donc, c'était aussi important de me retrouver, de me rendre compte que c'était mon cerveau qui était trop occupé pour les gérer et les supporter et pas eux qui étaient insupportables. Donc, j'ai un peu remis aussi des équilibres. J'ai repris une vie sociale que j'avais complètement perdue sans même m'en rendre compte. J'ai organisé des vacances sur 1 an, chose que je n'avais pas fait depuis 10 ans. Enfin, j'ai remis un peu d'ordre. Donc, même si je n'étais pas inactive, en fait, moi, j'avais l'impression d'avoir une place dans mon cerveau, mais gigantesque. Et donc, en fait, j'ai eu l'impression d'être en pause, même si je faisais des choses, parce que j'avais plus du tout cette charge, cette responsabilité sur les épaules. Et en même temps, le premier jour où on s'est dit, fin janvier, allez, ça y est, je suis full-time maintenant sur ce projet-là, j'ai retrouvé l'excitation, le truc. Enfin, en fait, j'étais trop... Enfin, j'ai retrouvé ce truc-là que je cherchais, que j'aurais difficilement pu reporter plus longtemps. Donc voilà, mais j'ai quand même fait une pause en tout cas, mon cerveau, lui, il a diminué de 99% sa charge mentale. Et c'est ça qui compte aussi. Et comme j'étais psychologiquement OK, enfin, j'avais pas de sujet. Financièrement, je m'en sortais aussi. Enfin, voilà, j'ai pas eu ce contre-coup voilà. Et j'ai eu la chance surtout de assez vite trouver l'opportunité qui était parfaitement alignée avec ce que je fais. Parce que ce studio, c'est à la fois, je continue à bosser dans ce domaine de la bio-inspiration qui me fascine, sur lequel je me suis bâti un réseau pendant des années, etc. À la fois, je pense que je suis une bien meilleure entrepreneur pour lancer des choses sur une page blanche, etc., que je suis pour scaler une boîte. Et du coup, je me sens hyper à ma place dans la manière à la fois d'accompagner les CEO, parce que j'adore le faire, être aussi cette oreille, ce sparring partner pour eux, et en même temps d'être capable, à partir de leur page blanche, de construire les premières briques. Je pense que c'est là où je suis le meilleur.
Et donc, j'étais peut-être aussi arrivée à certaines de mes limites sur ce côté-là, sur Glowy. Donc, je me sens vraiment à ma place là-dedans. Ayant fait toutes les étapes, j'ai beaucoup appris entre mon premier recrutement au Prud'homme et ma liquidation judiciaire. J'ai l'impression d'avoir une formation tellement dense que je sens... En fait, c'est hyper agréable de sentir que pour la première fois, je sais ce que je fais, entre guillemets. Alors, je suis toujours hors de ma zone de confort. Typiquement, la posture d'investisseur, je ne l'avais pas du tout. Donc, je suis quand même encore beaucoup hors de ma zone de confort sur plein de sujets. Mais je ne suis pas du tout la même personne. Et j'ai d'ailleurs une de mes associées, ma troisième associée, et mon ancienne directrice des opérations financières chez Glowy, donc qui m'a bien connue dans ce cadre-là. Et elle-même me dit, tu ne travailles pas du tout de la même manière. Enfin, je suis devenue une malade du knowledge management, là où je prenais jamais une note. Enfin, j'ai l'impression d'être 1 million de fois plus performante que chez Glowy. Et c'est un côté très agréable de ce confort, de dire, je sais que je fais les choses bien. Il y a encore plein de choses que je ne sais pas, j'apprends tout le temps. Mais je sais un peu où je vais et ça, de le mettre au service des projets, je trouve que c'est hyper cool. C'est canon. Et vas-y, Marie. J'allais dire génial, d'abord. Et ensuite, un élément qu'on aime bien explorer avec Sophie sur le passage, le rebond après une longue expérience, c'est effectivement prendre conscience de sa valeur, prendre conscience qu'on a énormément appris pendant des années et que ces choses-là, on peut les partager et en fait, elles vont... complètement changer les trajectoires de ceux avec qui on échange. Comment est-ce que toi, c'est arrivé ? Est-ce que c'est encore quelque chose que tu découvres chaque jour ? Si tu peux nous en dire un peu plus sur ça. Oui, je pense que je ne l'ai pas théorisé tout de suite. Je pense qu'on me l'a fait ressentir sur plein de choses. Et une fois de plus, c'est comme si, même si j'avais 10 ans d'expérience, quand j'étais encore chez Glowy, j'arrivais pas à mettre en pratique mes propres apprentissages. Là, aujourd'hui, quand un entrepreneur vient me voir et il me parle de trucs, j'ai l'impression de savoir tout de suite quel bloc il faut que j'active pour faire. Et je me rends compte, honnêtement, parfois dans une simple conversation, de la valeur que je peux apporter. Et donc ça, c'est plutôt... on me fait ressentir que mon expérience compte. Je pense que mon associé aussi a beaucoup joué dans cette confiance qu'il m'a donnée de ton expérience, elle vaut quelque chose. Et j'ai surtout la chance d'avoir trouvé une nouvelle aventure dans laquelle je réutilise 100% de ce que j'ai appris, en fait. 100% de ce que j'ai vécu pendant ces 10 ans crée de la valeur pour ma nouvelle position. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais pris potentiellement un autre boulot ou si j'avais monté une autre boîte. Là, en plus, même la côté d'avoir travaillé avec des chercheurs, tout ça, tout ce que j'ai fait trouve une application extrêmement directe dans cette nouvelle place. Donc, je me rends compte tous les jours. Je pense qu'il y a encore plein de choses dont je ne me rends pas forcément compte. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant petit à petit théoriser. Et mes associés aussi, eux, ils sont beaucoup plus méthodologiques que moi. Et donc, on a aussi travaillé pour se dire, OK, c'est quoi la méthodologie ? Et je trouvais que c'est un travail hyper intéressant de à la fois laisser la place à l'intuition, l'humain. Moi, je suis quand même très intuitive. Et en même temps, de se dire, OK, si on place un framework méthodologique dessus, ça donne quoi ? Et d'essayer de trouver un peu le juste milieu dans l'accompagnement, de se dire, c'est bien de suivre un framework et en même temps, c'est aussi bien de suivre son instinct. Et ça m'aide beaucoup. C'est un truc que j'avais pas connu non plus, d'avoir des associés. Et donc forcément, c'est hyper agréable aussi de sentir que je me suis tirée toute seule vers le haut pendant 10 ans, ce que j'ai réussi à faire. Factuellement, je l'ai fait. Mais c'est quand même beaucoup plus d'énergie que d'avoir des gens avec qui vraiment faire ce travail ensemble de step-up. Merci beaucoup, Sandra. On arrive au bout de cet échange. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. On espère que ça aidera les entrepreneurs qui nous écoutent. Et puis, on te dit à bientôt et beaucoup de succès pour ton Startup Studio. Merci beaucoup. Ciao. Merci.